François, comme François Demardy, on était dans la même école. Comme François Demardy, oui, de Demardy. Ouais, François Perret, Il y a qui plein est de notre François directeur de d'agence Lyon et Aix-Marseille. Et c'est marrant, effectivement, le projet 1 minute 30 nous réunit de nouveau avec François au sein de l'agence et avec toi en tant que partenaire sur ce projet de faire une plateforme ensemble. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je suis très content que tu m'invites pour le dernier webinaire, mais last but not least. Le plus concret. Voilà, bon, après, c'est sûr que voilà, nous, on est plutôt dans le dur de l'hypercroissance qu'il faut outiller parce que c'est bien d'avoir des slides et des idées sur 20 ans. Je sais pas si tu connais Simon Sinek et ses Magic Circle, c'est le why or what. Donc, on est parti du why avec Gabriel Shapiro et pourquoi on faisait notre stratégie Océan Bleu, quels étaient les enjeux. Puis, on est doucement descendu dans le haut et maintenant, on est vraiment dans le what, comment la plateforme marche, comment elle a été développée. Avec François, donc, qui est un ancien d'Enstar. Alors, j'ai fait Enstar avec Gabriel il y a 22, 23 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, faut pas le dire vite. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'expérience. Voilà. On n'a pas eu les mêmes parcours, on n'a pas du tout suivi les mêmes trajectoires, mais elles sont aujourd'hui complémentaires. Moi, j'ai plutôt fait de l'IT, de l'ingénierie, voilà, des choses un peu compliquées. J'ai bossé 10 ans dans l'IT, donc en tant que consultant, en maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, chez des grands comptes, boîtes du CAC 40, architecte fonctionnel et technique pour urbaniser l'ensemble des systèmes d'information, les gros plats de spaghettis à 400 applications, etc. Et fort de cette expérience de 10 ans, j'avais quand même les mains dans le cambouis pendant, enfin voilà, j'aimais bien coder, etc. Donc il y a 10 ans, j'ai décidé de sauter le pas et de créer un outil qui est aujourd'hui une plateforme. Au début, c'était un framework, c'était des idées un peu innovantes pour aider les entreprises de toute taille. Donc aujourd'hui, plutôt les TPE, PME, on est pas mal placé. Pour les grands groupes, ça peut marcher aussi parce que dans un grand groupe, il y a aussi des petites directions qui ont besoin d'outillage agile. Et donc, il y a 10 ans, j'ai décidé, plutôt que de faire tout le temps des slides et à conseiller des choses qui devraient marcher et qu'on m'écoutait jamais, de le faire en vrai. Donc, il y a eu 10 ans d'R&D assez longues parce qu'on est parti de rien, une feuille blanche où il a fallu tout construire. Beaucoup d'innovations disruptives, donc beaucoup d'R&D avec des investissements en VAR, etc., crédit d'impôt recherche. On n'a pas trouvé d'investisseurs à l'époque parce que le marché n'existait pas. C'est ce que disait Olivier Goy hier, c'est que l'une des difficultés pour un investisseur, c'est de savoir si on est trop early stage ou pas, quoi. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on verra dans les slides pour expliquer. Bon, voilà, on a vécu 10 ans. On a commencé à vendre des licences à 1 euro, et puis ainsi de suite, jusqu'à grossir jusqu'à aujourd'hui, de devenir une vraie plateforme à passe. Donc on verra ce que c'est tout à l'heure. À l'époque, on était model driven. On essaie de trouver des acronymes pour nous dire, on essaie de trouver un nom à ce qu'on était en train d'inventer. À l'époque, je l'avais appelé simplicité parce que c'était pas parce que c'était simple. C'était la volonté, la simplicité, c'est vraiment un objectif, une utopie de se dire, on va essayer de rendre les choses complexes plus simples. C'est-à-dire les rendre plus simples pour que des gens puissent faire des choses compliquées. Mais pas forcément de simplifier ou dégrader les besoins des utilisateurs, mais au contraire, de les accompagner et leur faciliter la tâche au travers d'une plateforme pour développer des applications métiers sur mesure. Voilà. Et donc, il y a 6 mois, on se revoyait régulièrement pour savoir un peu nos parcours. C'était assez rigolo pendant 20 ans. Avec nos plus et nos moins, nos échecs, nos succès, etc. On se conseillait pas mal sur pas mal de sujets. Gabriel plutôt sur la partie commercialisation, marketing, etc. Toujours en avance de phase sur comment il faut faire pour vendre mieux, s'adresser à un bon public, etc. Créer son offre, etc. Moi, j'étais un peu trop ingénieur, voilà. J'ai tout compris et les gens ne me comprennent pas. Voilà, c'est un petit peu le problème. C'est beaucoup le problème, je pense, des écoles d'ingénieurs en France, c'est qu'on forme vraiment des gens super bons, ils sont capables de faire plein de choses, mais bon, des licornes, il n'y en a pas beaucoup aux sorties des écoles, peu de temps après. Nous, on a des concurrents qui ont commencé aux Pays-Bas, qui ont trouvé des investisseurs tout de suite, qui sont partis aux États-Unis. Le cycle en France est beaucoup plus compliqué. Ça bouge quand même aujourd'hui. Il y a quand même la Startup Nation. Quand on fait du B2B, une dynamique d'investissement qui est réelle aujourd'hui. Oui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas là. Quoi. Non, mais on a plus facilement misé sur des blablacar, des choses comme ça qui sont B2B, vraiment, où il y a un service. B2C. B2C, voilà. Mais les B2B comme nous,
C'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un marché en place. S'il n'y a pas un Américain, un leader du marché quelque part, les investisseurs européens ont un peu de mal à s'y mettre. Ou c'est vraiment du pouillem pour financer la R&D, la R&D du début, puis pour voir si effectivement ça débouche sur des vrais clients. Donc voilà un peu notre historique à tous les deux. Et puis il y a 6 mois, hyper croissance, la volonté de repackager complètement tes offres. Mais c'est ce que je dis, moi, on va doucement commencer et on va encore attendre 2 minutes avant d'être plus carré. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a amené à digitaliser nos process, c'est que j'ai fait le constat qu'on était très bon en digital jusqu'à la génération du lead, grâce à l'inbound marketing, à la mise en place de notre site internet, au téléchargement de livres blancs, au marketing automation, mais qu'une fois que le lead était là, qu'une fois qu'on commençait les rendez-vous, etc., on va dire qu'on était aussi artisanal et désorganisé que n'importe quelle agence, à savoir qu'on avait un outil de CRM ou PRM pour suivre la prospection et les opportunités, un outil de facturation qui était distinct pour tout ce qui est devis, facture, etc., paye, enfin comptabilité, un autre outil pour suivre les projets qu'on avait développés nous-mêmes sur Excel, enfin sur Google Sheets. Donc c'était un peu plus évolué qu'un Excel, parce que ça permet d'être partagé par toute une équipe, etc. Et c'est dans le cloud. Mais avec effectivement des bugs, des difficultés de maintenabilité, etc. Et puis après, plein d'emails qui faisaient des suivis de réunions qu'on n'avait pas nécessairement autant de facilité à retrouver et des dossiers partagés. Enfin, tout ça faisait que on n'avait pas la même digitalisation des process une fois qu'on avait un lead qu'avant d'avoir un lead. Et ma volonté avec l'ensemble de la dynamique hypercroissance, enfin qu'on a appelé hypercroissance, mais ce nouveau modèle d'agence qu'on essaye de mettre en place, c'est que le plus de choses possibles soient digitalisées pour que les process soient les plus fines possibles, les plus robustes possibles, et qu'on puisse gérer, enfin changer d'échelle, changer de taille, et gérer plus de projets de façon très structurée, ne pas oublier des étapes, etc. Voilà. Il est 11h05, on va considérer que tout le monde est présent. J'espère que tout le monde nous entend bien. Aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire de la semaine hypercroissance. On a vu lundi, et je parlais de Why or What tout à l'heure, donc on a présenté en 5 étapes l'ensemble de notre projet. La première étape, c'était de vous donner l'environnement stratégique avec Gabriel Shapiro, la réflexion Océan Bleu sur le nouveau modèle d'agence, voir qu'est-ce qui manquait aux agences pour qu'elles réussissent, pour qu'elles deviennent scalables, qu'elles soient industrialisables. La deuxième étape, ça a été de vous présenter nos nouvelles offres, les offres plus d'1 minute 30, qui sont des offres complètement packagées, qui permettent d'apporter de l'agilité, de la fluidité et aussi de simplifier la démarche commerciale. C'était un des enjeux pour la réussite des agences. Notre troisième webinaire, il était très important aussi parce que un des éléments qui nous manque et qui nous permet de nous développer, c'est d'avoir plus de ressources consultants. Et pour ça, on a mis en place une formation consultant en croissance client. À ce titre, tu peux mettre le call to action pour ceux qui n'ont pas encore postulé. On a eu beaucoup de postulants jusqu'à présent. On va sûrement fermer les inscriptions fin de semaine prochaine, histoire d'avoir le temps d'assurer qu'on choisit de travailler et de monter avec les meilleurs. Donc, postuler dès maintenant ou capter le lien qui est sur notre site internet, sur l'article de mercredi, pour postuler idéalement même avant la fin du week-end ou en tout début de semaine prochaine, parce que là, les demandes, il faut qu'on traite tout ça. Hier, on a fait un webinaire très intéressant avec Olivier Goua. On a beaucoup parlé d'hypercroissance, de ces deux réussites sur des projets de financement et du partenariat qu'on a mis en place entre l'Endix et 1 minute 30 pour financer les projets de nos clients. Ça, c'est un petit plus qu'on offre qui doit faciliter la vente. C'est les seuls acteurs qui savent financer de l'immatériel, du marketing et de la communication, ce qui n'est pas ce que financent naturellement les banques. Et puis voilà, on finit par le concret, par la plateforme qu'on a développée. Cette plateforme, elle est là et on l'a développée avec Simplicité. On va rentrer un peu dans le détail de ce qu'est Simplicité, ce qu'est la PaaS, Application Platform as a Service. Mais cette plateforme, elle est là pour coordonner les projets. C'est pas tant une plateforme d'intermédiation comme peuvent l'être Uber ou comme peuvent l'être Blablacar, ou plus précisément dans le domaine du marketing et de la vente, enfin de la communication, Creads, Malt ou Upwork. On n'est pas là pour offrir une place de marché directement
entre des clients et des talents. Nous, on tient vraiment un rôle d'agence. En tenant un rôle d'agence, on apporte trois éléments dans la chaîne de valeur: le conseil, la gestion de projet et l'exécution des projets, donc les talents, et pas seulement les talents et l'exécution comme Create, Malt ou Upwork. Donc on coordonne tout ça, mais cette plateforme reste une plateforme pour améliorer la qualité des relations entre nos clients et nous, et puis entre nous et nos différents prestataires et acteurs de projets, les consultants en croissance client, les talents, pour gérer bien tout ce qui est facturation, pour bien gérer tout ce qui est suivi de projet. On va voir tout ça en détail avec François. On peut peut-être lancer la présentation. François, juste pour te présenter. Je me représente. Voilà, tout à fait. Alors, je suis François Genestin, fondateur de Simplicité Software. Donc, on édite une plateforme à passe Simplicité. Je connais Gabriel depuis 20 ans. Voilà, on était à l'école ensemble, on a trop pour voilà, ceux qui n'étaient pas encore là. On a fait l'école ensemble, on s'est suivis sur nos parcours respectifs, moi plutôt dans l'ingénierie plus que le marketing. Mais aujourd'hui, nos parcours se recroisent parce que on a des entreprises de taille à peu près similaire. Et voilà, la croissance de l'un peut accompagner la croissance de l'autre. Puis il y a des synergies possibles, c'est très intéressant de travailler ensemble. Dans le concret, puisque l'hypercroissance doit s'outiller parce que… Tout à fait. Voilà, Google Sheet, ça marche un temps, mais il faut urbaniser ces processus métiers, ces acteurs autour d'une solution logicielle. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps, on peut passer sur les slides, qui on est, d'où on vient, pourquoi j'ai créé avec des associés cette entreprise il y a une dizaine d'années. Et puis ensuite, dans le dur, peut-être faire une petite démo, la base, et puis à la fin, faire une petite démo. Pour vous montrer aujourd'hui, puisqu'on est en phase de recette, donc la plateforme n'est pas encore déployée en production, mais voilà, pour vous montrer un petit peu les briques qu'on a déjà développées et qui sont en cours de recette, pour vous projeter un petit peu de ce qui va vous arriver dans peu de temps. Incessamment sous peu. Voilà. À coup sûr à la rentrée. Donc voilà, ce qu'on a, c'est que la simplicité, qu'est-ce que la base? Donc simplicité, comme je disais en introduction, l'idée c'est pas de simplifier les besoins ou de simplifier les choses, c'est de les rendre plus simples pour les gens qui veulent des choses complexes. C'est-à-dire qu'on peut paramétrer, et l'idée c'est d'aller plus vite sur les process de delivery, donc de développer plus vite, de rencontrer la satisfaction utilisateur de 100% des besoins, voilà, de rendre plus agile l'ensemble des processus IT vis-à-vis des métiers qui ont toujours des besoins changeants et qui veulent toujours plus de choses sur des plateformes qui sont en général rigides et peu customisables. Donc sur la passe à appli, c'est là où on vous expliquera, on fera peut-être la démo ou peut-être à la fin. Voilà, on a développé une application pour la croissance du minute 30 et vous expliquer un peu les jalons de cette co-création avec les équipes du minute 30 qui sont, on va dire, la maîtrise d'ouvrage, les chefs de projet. Et puis nous, éditeurs, qui sommes en support pour paramétrer la plateforme et puis pour lui rentrer l'ensemble des processus, des acteurs. Et pour commencer par la fin, je dois dire que je suis quand même très satisfait de ce partenariat parce que ça fait 3 mois qu'on a commencé à travailler, on a quelque chose de déjà concret, de quasiment utilisable, de prêt à être recetté. Que c'est beaucoup plus souple que si on était parti d'un développement from scratch avec des développeurs en interne ou en s'appuyant sur des librairies. Là, on a un outil qui est vraiment fait pour gérer des processus avec les bons formulaires, avec les bons rendus, avec les étapes de process entre les deux, avec la notion d'objet qu'on peut faire évoluer assez facilement. Donc, on a vraiment beaucoup de souplesse qui permet d'aller plus vite. Et puis, c'est vrai que c'est des équipes qui nous ont aidés toi-même pour faire le développement. Parce que, bon, après, il y a une prise en main du code et du low-code qu'on n'a pas encore complètement fait. Mais bientôt. Voilà. On va apprendre à pêcher le poisson plutôt que de te donner du poisson. On avance. Voilà, donc, qu'est-ce que la passe? Donc, pour resituer la passe ou le low-code plateforme, aujourd'hui, c'est l'acronyme qu'on utilise parce que c'est le Gartner et en gros le Forrester qui ont créé ces acronymes parce qu'il y a 10 ans, ils n'existaient pas. Donc, ce sont des Magic Quadrants qui sont arrivés il y a à peu près 5 ans sur le marché. Et donc, bon, on n'est pas encore dans le Magic Quadrant du Gartner, mais on est en mention honorable cette année, enfin. C'est-à-dire qu'on est dans les radars du Gartner. Bon, on est encore trop petit en termes de volume, de chiffre d'affaires et de couverture internationale. Mais la proposition de valeur et ce que offre comme possibilité notre plateforme aujourd'hui est tout à fait à la hauteur de tous les concurrents du Gartner.
Donc on est super content. Donc qu'est-ce que c'est que la passe? C'est marquer des buts quand on est footballeur. On fait des passes, mais nous, la passe, c'est l'application platform as a service. Donc c'est un mot un peu compliqué pour dire que l'idée, c'est de développer facilement des applications métiers sur mesure. C'est-à-dire qu'on va, comme disait Gabriel, rentrer l'ensemble de ces objets métiers, toutes les données qu'on doit gérer, les processus, les acteurs, sur une plateforme complètement collaborative 360, mais pas simplement end-user où on est commercial, chef de projet, mais aussi le développeur, le chef de projet, l'exploitant de la plateforme collabore sur la même plateforme à l'ensemble des outils qu'on lui met à disposition. Donc ça permet de faire un all-in-one plateforme, éviter d'avoir 15 000 outils pour créer un projet et puis pour le mettre en production. Donc tout est centralisé sur une seule plateforme où tous les acteurs du projet, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les exploitants collaborent. Donc elle est disponible en version desktop bureautique, tablette et responsive pour les mobiles. Sachant que quand on fait de l'informatique de gestion, en général, on est sur du back-office, c'est-à-dire qu'on fait des formulaires, des listes, des tableaux de bord. Donc c'est très riche en données, très riche en fonctionnalités, en boutons. Donc l'ergonomie souvent est un peu lourde par rapport à un front web classique. On est vraiment sur de l'application back-office. Mais on peut les fabriquer très très rapidement grâce à des cycles courts de développement. Donc ça limite les coûts de production. La satisfaction des clients et des utilisateurs, puisqu'on livre très Ce que tu expliques dans ta cosmologie. La cosmologie, donc là, oui, le slide qui suit, ça c'est pour revenir 10 ans en arrière, parce que comme je disais au début, en fait, moi j'ai 20 ans d'expérience, j'ai d'abord fait 10 ans au conseil, dans les grosses sociétés du CAC 40, plutôt dans l'IT, dans les DSI, les grosses DSI, et au bout de 10 ans d'expérience à peu près, j'avais fait ce slide, pour un peu, j'avais appelé ça la cosmologie de l'information, c'est pour dire bon, l'information stratégique d'une entreprise, où est-ce qu'elle se situe. Donc j'ai mis un axe, l'axe des abscisses, où en fait l'information elle peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'au début elle est volatile, c'est de l'information non stratégique parce que c'est juste un rendez-vous dans son agenda. Elle devient structurelle parce que plus tard elle deviendra peut-être, je sais pas, un catalogue d'offres qu'il faut partager, qu'il faut monétiser, etc. Les métiers qui vont s'y mettre parce que ces offres il faut les vendre dans des processus avec des chefs de projet, du pilotage, etc. Elle devient stratégique parce que finalement, l'avancement des projets, la rentabilité, etc., ça devient du BI ou voilà, du data mining. Donc, l'information devient hyper critique jusqu'à universelle quand cette information qu'on a mise en place, on peut la vendre à l'univers entier, enfin, à la planète Terre, avoir des clients partout et ouvrir sa plateforme. On peut partir dans Excel avec des données, puis ensuite, demain, les vendre à tout le monde dans une plateforme complètement universelle. Donc ça, c'est l'information qui peut, en fonction de l'avancement du cycle vie des projets, peut rester dans un état volatile, une information pas structurelle qui peut rester dans un Trello, dans un tableau Excel ou un Google Sheet, mais qui peut ensuite avancer dans le temps en fonction de son business et de son activité, peut avancer dans le temps. Et après, sur un axe vertical, alors là, c'est l'industrialisation de cette donnée, ou de ces processus, qui va être de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'au début, il n'y en a pas. On travaille sur du papier, jusqu'à la structurer dans des bases de données, des ERP, développer des applications spécifiques. Et donc, dans cette matrice, on voit que ceux qui continuent, qui font de l'information dans Excel, on va dire, mais qui restent pour faire de l'information stratégique, ils se retrouvent dans une impasse où, en fait, très vite, l'hypercroissance est inatteignable, puisque les limitations de l'outil qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, j'ai appelé ça faire des pauvres, mais en général, on est tous comme ça, c'est qu'on n'a pas les moyens de ses ambitions. On est toujours en train de chercher la meilleure solution à bas coût pour faire tout un tas de choses. Après, à contrario, il y a l'enfer des riches. Alors, ceux qui prennent plutôt la direction directe vers le haut, ils achètent les meilleurs produits du marché, les plus chers, une Formule 1, et en fait, ils avaient juste besoin d'un food truck ou voilà, ce genre de choses. Donc, eux, ils sont riches, mais en fait, ils n'ont toujours pas 100% de la satisfaction de leurs clients. Et donc, la voie classique, celle qu'on constate pour les gens raisonnables, les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises raisonnables, c'est de suivre un axe médian à l'autoroute, qui en général se passe pas trop mal parce qu'on a des cycles agiles, des DevOps. Enfin, les processus depuis 10 ans ont beaucoup évolué pour éviter le time to market, les effets tunnels, etc. On a déjà parlé d'agilité appliquée au marketing. Voilà, donc l'agilité a amélioré tous les processus de cette autoroute un peu rouge là, que j'appelle le Highway to Hell, qui nous mène de toute façon, au bout d'un certain temps, à une insatisfaction globale, puisque si on a passé 2 ans à développer quelque chose, on veut plus que ça change. Parce qu'on a mis tellement de temps à le procéder que c'est super compliqué. Le faire évoluer, ça va coûter cher parce que c'est des développements spécifiques. Les développeurs sont partis, etc. Ou les technologies ont changé. J'avais tout fait en Flash. Et puis, Flash, ça a disparu. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je refasse tout en HTML5, etc. Donc, les technologies changent. Les besoins sont tout le temps en train de changer. Les marchés changent très, très vite.
Et développer dans le dur des applications sur mesure, des applications back-office de gestion de son activité, bah, c'est toujours une espèce de trou noir où soit c'est les DSI, soit c'est les métiers, tout le monde est insatisfait, les temps sont beaucoup trop longs. Donc nous, ce qu'on a décidé à cette époque-là, enfin, c'est de passer en hyperespace. Avant l'hypercroissance, il y avait l'hyperespace. Donc tout de suite, on a vu, il y avait déjà des clients qui étaient sensibles à cette approche de complètement métamodéliser les besoins. Donc c'est un gros mot, mais c'est de ne plus coder les besoins, mais d'avoir une plateforme qui interprète les modèles et ce qu'on veut lui faire faire. C'est-à-dire qu'en fait, un commercial, son boulot, ça va être faire une facture. Bah, la plateforme, son boulot, ça va être d'exécuter des process et des objets, mais qui ne sont pas prédéfinis, qu'on peut paramétrer comme on pourrait saisir une facture. Donc, quand on commence visionnaire, on est très volatile au début, mais en fait, grâce à cette plateforme, on peut avancer sur un axe à coût constant, c'est-à-dire qu'on peut, de façon agile, itérative, sans remettre en cause les technologies de la plateforme, puisqu'elles peuvent évoluer indépendamment, des métiers qui peuvent évoluer aussi de façon autonome. On atteint le nirvana, le quartier des sages. Donc, pour faire l'analogie avec ce qui avait été dit lundi, on a remis les petits pictos, mais c'est quand avec l'océan bleu, rouge et bleu. Voilà, c'est en bas, c'est hyper concurrentiel. Il y a pléthore d'outils. Alors, les outils bureautiques, il y en a, mais ils sont tous gratuits. Modèle économique compliqué. T'as pas mal de slides, François. Faut qu'on réussisse à les dérouler. Ouais, je suis trop bavard. Et voilà. Donc, pour résumer, voilà, très rapidement, la passe no code. Donc, nous, on n'est pas une no-code plateforme. Hein. Qu'est-ce que veut dire le low-code? J'ai pas expliqué. C'est que on peut effectivement travailler avec les métiers, avec des citizen des développeurs, des gens qui sont pas très forts en développement, qui n'ont jamais fait, pour paramétrer des modèles métiers. Et on est quand même low-code parce qu'on sait très bien qu'en informatique, il y a toujours des choses à coder pour faire des traitements spécifiques, intégrer des composants externes, etc. Donc, on est low-code plateforme, c'est-à-dire qu'en gros, on a 80% de modélisation, 20% de développement où on continue de coder avec des langages classiques. Donc, quel est le problème qu'on rencontre? C'est qu'il y a une dichotomie forte, c'est que les métiers sont tout le temps changeants, il y a toujours besoin de nouveautés. Donc, en général, les front-end, donc les parties front, la partie visible sur les sites, doit être très agile parce qu'en 2-3 mois, on doit être capable de livrer des choses et des nouveautés. Et par contre, la DSI va vous dire, ah bah moi j'ai mis en prod, il faut que ça soit stable, garantie, TMA, etc., verrouillé, il ne faut pas changer une virgule parce qu'en informatique, on sait que si on change une virgule, ça ne marche plus. Donc le back-end en général doit être robuste, stable, maintenable, exploitable, problème de SLA, de qualité de service, etc. Donc on a vraiment une dichotomie et l'idée c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette robustesse, pour la rendre plus agile? Donc nous, notre solution, c'est la partie front, elle restera toujours très agile et avec des outils dédiés de DevOps classiques. Et nous, on va plutôt se concentrer sur le back pour le rendre beaucoup plus agile parce qu'il doit être toujours robuste. Hein, donc c'est un peu le mouton à 5 pattes, mais là c'est à 2. C'est qu'il doit être à la fois robuste parce que maintenable, exploitable. C'est-à-dire que aussi structuré qu'un ERP classique avec des processus très rigides pour l'exploitabilité de la solution, mais sur la partie haute, complètement paramétrable, agile, où on peut tout customiser. Simplement sans avoir à tout recompiler dans des process longs de développement. Okay. Voilà. Et donc pour résumer en un slide les différentes couches, donc nous, où est-ce qu'on se situe la passe simplicité? Donc on est sur la partie back-end, donc c'est la partie en dessous, la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vous, ce que vous voyez quand vous utilisez une application, c'est les interfaces web, c'est les API, ou c'est sur un mobile, etc. Donc ça, c'est souvent ce qu'on voit et on se dit, tiens, on met tous les efforts. En marketing, je pense qu'on met beaucoup d'efforts là-dessus parce que c'est ce que voit le client, c'est ce qu'il vend, etc. Mais il y a toute une partie cachée, des coûts cachés qui sont croissants en fonction de son activité. Donc on peut commencer, comme on disait dans Excel, à traiter ses données, ses catalogues, ses clients, son pipe commercial, etc. Mais très vite, il faut l'outiller. Donc c'est là où on se situe. Et nous, on n'est pas un pass complet, c'est-à-dire qu'on est la partie agile et on s'installe sur des plateformes cloud classiques, sur du Docker, etc. Enfin, sur des passes classiques, on peut être chez OVH, etc. On peut héberger où on veut la solution. Là, je pense que tu largues un peu notre public. Enfin, mais, voilà. Mais toute l'idée, c'est que si jamais vous avez un projet à développer et qu'il y a des développements un peu spécifiques parce que vous avez des process spécifiques, que vous vouliez faire de la livraison, des process un peu plus compliqués, des process métiers, avant de vous lancer dans un développement en dur sur une plateforme complète qui soit le prolongement du front-end, pensez à peut-être garder un front-end qui soit effectivement plus joli sur des plateformes adaptées et par contre aller vers un back-end plus agile parce que vos process ils vont changer
Et ça, une fois que vous avez fait un cycle en V classique et que vous avez imaginé des trucs et qu'à la fin, c'est pas les bons, vous êtes bien embêté. Avec des solutions de type APAS, il y a quand même beaucoup plus de souplesse et nous, on le voit, on rajoute des choses à chaque fois qu'on y pense et ça se fait quand même assez facilement. Et ça, c'est plutôt un gros bénéfice de ce type de solution. Donc, à intégrer dans votre carte mentale si jamais vous vous lancez sur ce type de projet. Victoria. Hop, Alors, pour résumer, simplicité. Donc, bon, on a compris ça, on peut peut-être... On veut modéliser graphiquement, avoir des briques réutilisables, faire un delivery continu de tous les développements et des agiles, pas d'effet tunnel. Voilà, ça on l'a un peu déjà expliqué. Vas-y. Donc après, on va vous expliquer plutôt pour la plateforme plus, ça fait beaucoup de P, d'1 minute 30. Donc pour plus d'1 minute 30, oui, l'idée c'était vraiment ce que je disais tout à l'heure, de fédérer l'ensemble de nos process métiers, que ce soit, et ça il n'est pas encore écrit sur le slide parce qu'on l'a pas encore lancé, c'est que dès que quelqu'un souhaite chez nous télécharger un livre blanc, et je sais que sûrement parmi vous il y en a qui l'ont fait, ce téléchargement de livre blanc va être au sein de cette plateforme plus 1minute30.com. Et dans la plateforme, on aura, et typiquement par rapport à la RGPD, on aura des membres d'une communauté. Donc, si quelqu'un souhaite récupérer nos livres blancs, s'inscrire à 1 minute 30 TV, accéder à l'ensemble de nos contenus, il faudra qu'il devienne membre de cette plateforme. On sera donc RGPD compliant. Et au sein de cette plateforme, il pourra par la suite, s'il le souhaite et si ça correspond à son profil, devenir aussi client et donc accéder à une gestion commerciale, en tout cas à la vision client de la gestion commerciale, au suivi de projet qu'on va partager là avec nos chefs de projet, nos consultants, nos talents, au catalogue produit et toute la gestion des droits. Donc, on va avoir un outil unique à partir du moment où nos prospects nos prospects rentrent dans notre base parce qu'ils ont téléchargé un livre blanc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout le monde réuni au sein de la même plateforme. Et donc, c'est ce qu'on a développé, commencé à développer avec plus d'1 minute 30. Pour l'instant, on a fait toute la partie justement back-end, donc tout ce qui est suivi de projet, gestion commerciale, gestion des prospects et des clients, catalogue de produits, gestion des droits. Il nous reste à faire la couche gestion des contenus et accès aux contenus et gestion des utilisateurs. Il dit que je me le rappelle plus tard. Ça, c'est des choses qui sont... ça nous permet d'être vraiment agile et complet. Victoria. Bon, on va pas rentrer dans le détail de ces slides. Je pense qu'une démo, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sympa. Une petite démo d'un quart d'heure, je sais pas combien de temps on attend, 20 minutes. Elle aurait peut-être su switcher d'écran. Oui. Je te laisse. Je vais la partie ici. Alors, j'essaie de pas tout éteindre. Surtout pas là. Je vais rapprocher un petit peu. Alors, je vais rafraîchir ce que je pense que je me suis fait déloguer. Donc là, moi, je me suis créé un compte utilisateur qui a volontairement tous les droits, toutes les casquettes pour pouvoir switcher d'un profil à l'autre pour vous montrer un petit peu comment s'orchestre la plateforme. Alors, si je me mets, on va commencer par le commencement, par le commerce. Donc, si je regarde toutes les briques qu'on a livrées, il y a une brique commerciale. Les pictos sont pas encore les bons. Oui, les pictos sont pas violets, on est désolé, parce que on n'est pas à la charte. Et tout violet, ça va être compliqué. Non, mais on va trouver. Il y a Laurent qui va bosser là-dessus. On va changer les icônes, c'est vraiment très facile. Non, mais là, bon, l'idée, c'est on va faire je vais faire un overview assez rapide pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités qu'on a mis en place. Pas forcément comment on l'a fait, mais le résultat final à date d'aujourd'hui, puisque là, on est en phase de recette, donc forcément, il y a des choses qu'on est encore en train de travailler. Donc, quand je suis commercial... Victoria, là, il y a une petite vignette en bas à droite ou on n'a pas de petite vignette? Pour vous voir, vous? Ouais. On ne voit plus. Non, on ne voit plus. Ah, on nous voit plus. On nous voit avec les slides, mais on ne voit pas avec les démos. Bah, voilà, c'est bien. Ah, bah, je peux partir de l'écran alors. Ouais, je peux faire des grimaces. Très bien. Donc, la vie du commercial, qui est encore en cours de gestation, mais dans l'idée, c'est de lui mettre des indicateurs de vente, de production et de facturation en haut sur les mois glissants, pour savoir où il en est. Et puis, sur sa page d'accueil, lui mettre les devis sur lesquels il est en train de travailler avec ses clients,
ou les différents devis de son entité ou de ses entités. Bon, là, on a plutôt la vue de l'agence, c'est-à-dire je suis dans une agence. Là, dans tout ce qu'on a fait, ce qu'on a paramétré, c'est qu'on a des profils par agence. C'est-à-dire qu'en fait, on peut piloter son activité. Donc, l'idée, c'est d'avoir différentes agences et un super admin qui est au-dessus de tout. En gros, le franchiseur qui, lui, aura accès au chiffre d'affaires, etc., de toutes ces agences, du pilotage de tous les projets, voir la satisfaction client, etc., du 360. Donc, le commercial, lui, ce qu'il fait, c'est des devis. Et puis, il va voir suivre aussi la facturation de ses clients en suivant l'avancement des projets qui ont été livrés. Donc, les devis, si je prends un devis, donc là, je pense qu'il y en a qui sont déjà renseignés. Donc, ici, on se retrouve sur une fiche où l'utilisateur va pouvoir rentrer des devis, les envoyer en signature. Donc, on fera peut-être le process, je ferai pas le process avec DocuSign. Là, on a mis en place une signature électronique pour qu'on ait vraiment, au sein de la plateforme, tous les outils de nous assurer d'une remontée. On va mettre en place aussi du prélèvement. Enfin, l'idée, c'est d'être aussi industrialisé, d'être complètement industrialisé dans la gestion de nos process. Voilà. Donc là, la signature électronique, on l'a mis en place pour ce projet. Donc maintenant, elle est devenue native à la plateforme. C'était une brique qu'on n'avait pas. Bon, maintenant, on a développé la brique pour 1 minute 30. On l'a en standard sur la plateforme, c'est très bien. Donc là, on a défini tout un process. On ne va pas le dérouler, mais que le commercial va saisir le devis en se servant. Donc, on est en train de construire un simulateur de pack. Parce que les packs s'enrichissent beaucoup et très vite et ils deviennent riches et il y a beaucoup de produits, beaucoup de services. Donc, on a commencé à imaginer. Donc là, on est en cours d'atelier. Donc, c'est la version aujourd'hui de ce simulateur, mais il va évoluer dans le temps d'ici la sortie, je pense. Donc ici, on résume l'ensemble. Ça, c'est tous les packs qu'on vous a présentés de façon non exhaustive, mais globale, mardi. Donc, les 4 gammes de produits, co-conception, coproduction, copilotage. Et effectivement, à partir de ces packs, vous savez qu'il y a un mix de conseils et de points. Et le simulateur qu'on a développé va nous permettre d'aider le client à comprendre qu'est-ce qu'il peut faire avec ces points. On ne te voit pas. On ne me voit pas, mais je débousse sur la caméra. On te voit. Ah, si on te voit. Si on me voit, super. Ah ouais. Donc, on va lui faire la grimace. Donc, comment marche cette petite calculette, ce comparateur? C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des simulations pour le client, pour lui faire. Donc là, je sais pas, je vais choisir des silver, différents silver ou des platinum. Mais l'intérêt, c'est aussi, nous, on est toujours, si vous avez lu le livre, au chapitre Doubler les prix, il y a une réflexion dans une logique de pack, de comparaison entre packs, de créer une comparaison au sein des offres de notre agence et pas une comparaison entre nous et une autre agence. Et donc, ce simulateur nous aide aussi à créer ces packs comparés. Et comme le fait très bien Salesforce, dont tu parlais, et les acteurs du logiciel avec leurs différentes éditions, l'idée, c'est d'avoir une comparaison entre les éditions et de promouvoir, bien sûr, l'édition la plus chère ou d'aller trouver le bon compromis en sachant jouer sur les différents paramètres. Donc ici, la calculette, c'est-à-dire que le commercial va pouvoir saisir, faire une simulation de devis avec différents produits, articles. Donc, j'ai un peu petit bouton. Je peux mettre des articles dans mes packs pour consommer les points, parce qu'en gros, un pack contient des points à consommer. Hein, comme tu expliquais, c'est quand on souscrit un package qui contient des points et on va les consommer. Donc là, typiquement, je vais à un atelier tous les mois, donc ça va me compter 72 points, etc. Et ça, sachant que est-ce que ça cadre avec mon pack ou pas. Une fois que j'ai terminé cette simulation, alors en mettant plein de produits, je pourrais en mettre d'autres. Je vais mettre des articles. Je vais mettre des articles. Je vais faire un article. J'ai pas c'est pas très facile parce que le bouton est un peu petit. Voilà, agrandir. Donc là, imaginons que je fasse des articles tous les mois et ainsi de suite. Une fois que je suis content, j'obtiens une synthèse des différents articles et services que je veux. Donc là, j'ai choisi de prendre des articles et des ateliers. Bon, après, on pourrait avoir une vingtaine de choses. Donc ici, de transformer ça en devis pour qu'ensuite directement, voire peut-être même le client un jour pourra se faire son propre, comme un caddie, de faire ses propres besoins et de signer directement le devis. Si Anna suit on fait l'expression de besoin maintenant. Suit le webinaire, à mon avis, il ne faut pas que les ateliers soient dans les packs. Après, ça, c'est hors point. Mais... Ça, c'est du paramétrage de comment on package les offres et les... Mais j'en profite parce que je réagis en live. Voilà, on ne puisse pas sélectionner tous les produits et services dans ces écrans-là. Bon, l'idée, c'est de pouvoir trouver le meilleur pack qui correspond aux besoins du client, de transformer le devis
en projet. Donc après, si je passe en vue projet, donc on a des fonctionnalités de transformation de devis en projet. Une fois qu'on a la signature DocuSign, le chef de projet peut dériver, enfin convertir ce devis en vrai projet opérationnel pour suivre tout son delivery. Donc tout ce qui est produit, c'est vendu tout de suite, mais il y a énormément de services qui sont vraiment du delivery production. Donc on a besoin d'une vue chef de projet. Et là, le chef de projet, donc lui, il a une autre vue, il voit aussi les ventes parce qu'il est aussi intéressé à savoir si tout avance bien, etc. Mais lui, il a une vue projet, avancement avec satisfaction sur les plannings, les budgets, etc. Savoir si tout va bien, parce qu'en fait, lui, il peut positionner des flags si jamais le client rencontre un problème ou qu'il y a une erreur de livrable ou je ne sais quoi. Et suivre l'avancement en termes, sur la durée du projet ou des lots. Là, on a essayé de reproduire l'outil qu'on avait justement dans Google Sheet que j'évoquais, mais l'outil qui nous a permis, qu'on a mis en place là, il y a 2 ans et qui nous a permis d'améliorer vraiment notre suivi de projet et la satisfaction client, entre autres en imposant un reporting très régulier, un peu formaté, soit une fois par semaine sur des projets de type web un peu tendus, soit une fois par mois quand on est sur des choses qui sont plus régulières et plus récurrentes. Et ça permet, nous aussi, d'avoir une vue d'ensemble sur les projets, savoir là où il y a des problèmes, de remonter les problèmes de façon anticipée avec les clients. Quand on lui envoie un flag qui est vert et que lui, il n'est pas d'accord, bah, ça permet de réagir plus vite plutôt que d'attendre une fin de projet pour ça. Moi, ça me permet de savoir quand il y a des soucis où on doit intervenir, ainsi que les équipes plus administratives, Yann en particulier. On a vraiment, et puis après, ça nous permet de suivre aussi un élément très important qui est l'avancement des projets et donc ce que l'agence produit tous les mois en termes de marge brute, ce qui est important pour suivre notre rentabilité, pour suivre notre productivité. Donc on arrive à centraliser comme ça des outils de delivery forts. Et là, on a reproduit ça et on l'a enrichi parce que c'est une base de données et non plus un Google Sheet. Donc, on peut avoir d'ailleurs une vue temps réel. Là, on avait une vue une fois par mois, etc. de certains indicateurs. On a des choses qui sont beaucoup plus performantes du fait d'être en base de données. Bah là, voilà. Et après, bon, on peut tout gérer par formulaire. Donc après, on pourra afficher des graphiques sur la satisfaction globale, enfin sur des KPI des clients ou des projets, les affectations, puisque les projets et tous les lots. Alors si je vous prends un projet avec des lots. Donc, alors là, jusqu'à présent, on était dans la vue plutôt du côté agence, donc nos commerciaux, nos chefs de projet. Là, on rentre dans une vue qui est partagée avec le client et avec les consultants. Et les consultants, alors oui, je ne vais pas me mettre dans tous les profils, mais après, certaines personnes auront le même accès aux informations. Alors peut-être qu'il y a des champs qui seront masqués parce que c'est des champs de pilotage interne qui ne seront pas forcément visibles du client. Typiquement, la marge brute, je ne suis pas sûr que tu lui communiques forcément tout de suite. Mais donc, l'idée, c'est qu'on peut tout paramétrer pour dire qui voit quoi et quand. En fonction de l'avancement des projets. Alors, si on peut bien détailler une fiche projet, parce que ça, c'est vraiment ce que vont voir nos équipes, mais aussi les clients, les consultants, les talents aussi. Ça, c'est vraiment la fiche qui réunit l'ensemble des parties prenantes du projet, quoi. Donc, le projet, il a signé un client, forcément. Il a un état d'avancement, puisqu'en fait, quand il est en démarrage, il faut affecter les lots pour en fait trouver des consultants ou des exécutants qui vont des talents, voilà, qui vont dérouler tout ce qui est à livrer pour le client, l'avancement global de chaque lot, on a la vue de chaque lot, c'est-à-dire que tout ce qu'a commandé le client se retrouve sous forme de lot, on appelle lot comme ça devait être fait par avant. Le budget qui est fixé global pour le client, c'est-à-dire qu'il faut tenir le budget pour faire l'ensemble de ces lots. Et puis les indicateurs qualité qui sont ligne par ligne, lot par lot, et agrégés pour être remontés sous forme de flag pour lever des alertes pour que le directeur d'agence ou le chef de projet aille regarder ce qui se passe si jamais il y a un incident remonté par le client ou ce genre de choses avec des dates. Voilà. Et puis des comptes rendus. On peut aussi mettre un data studio Google pour avoir différents indicateurs de suivi sur son trafic, etc. Parce que là, typiquement, c'est du Google, mais on pourrait lier des dashboards qui sont externes à la plateforme. L'idée, c'est que, je vous expliquais notre fonctionnement agile dans le suivi de projet, c'est qu'il y a des réunions régulières, en particulier dans la gamme copilotage. Faut que, chaque compte rendu de réunion va être logué dans la plateforme.
Les KPI vont être suivis dans la plateforme, ce qui nous permettra de suivre une évolution des KPI et entre autres de corréler ces KPI potentiellement au choix des lots et aux actions qui ont été faites. Et puis, on va pouvoir voir la consommation des points, la réalisation des actions directement aussi dans la plateforme et dans cette fiche projet pour le suivi de chaque lot. Donc là, j'ai ouvert un lot du projet. Donc là, après, on peut suivre finement chaque lot. Donc là, j'ai ouvert le lot qui contient des points, justement. Parce qu'un point, bon, on va pas forcément tout montrer. Il y a des réunions d'avancement avec des actions qui sont prises. Et les actions, donc c'est le consultant qui va définir tout un tas de lots qui vont être dérivés des points, hein, pour consommer les points au fur et à mesure des 6 mois ou des 12 mois de durée du pack. Pour dire, bon, sur ce lot-là, on va faire une carte de vœux et puis on va faire un article de 500 mots pour la semaine prochaine. Bon, là, la satisfaction est KO parce que le client dit l'article n'est pas bien rédigé, il faut revoir certaines choses. Donc voilà, donc ça c'est le pilotage. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, bien sûr. Mais enfin bon, dans l'idée, c'est que voilà, l'idée c'est de piloter les plus et les moins, hein, en espérant que tout soit vert tout le temps. Et avec un avancement global pour savoir si tout va bien et déclencher la facturation sur les échéanciers, puisque en fait aussi les projets sont associés à un échéancier. Donc il faudrait que je revienne dans une vue commerciale au directeur d'agence pour voir l'échéancier de facturation en fonction de l'avancement. Donc ça, c'est le chef de projet qui va dire « Ok, ça c'est livré, c'est terminé ». Ça va déclencher sur la vue du commercial ou je sais plus qui, je pense du directeur d'agence, le process de facturation. Avec visibilité sur la fiche client aussi, de ces factures à payer ou qui sont payées, etc. De voir l'avancement aussi budgétaire de ce qu'il a payé et ce qui reste à faire. Qu'est-ce que je peux montrer donc après Victoria, au cas où tu as des questions qui remontent, parce que nous on les voit plus. Alors, qu'est-ce qu'un concurrent HubSpot de Pascal? Est-ce que le client... Non, on va y aller une par une. Ouais. On n'est pas du tout sur un outil concurrent d'HubSpot, donc c'est pas un outil de marketing automation ou d'inbound marketing. Là, on est vraiment sur notre gestion du back-office, dans la relation client, dans le suivi de projet, dans le suivi de la relation commerciale. C'est vraiment l'endroit où on fédère tout ce qu'on sait sur nos clients, mais aussi sur les projets pour que la relation soit la meilleure. On n'est pas dans la logique de marketing automation où on génère des séquences de mails qui sont là pour attirer les clients vers nous. Ça, on le fait nous, non pas avec HubSpot, mais avec ActiveCampaign, qui est une autre solution qu'on recommande et qui est très bien, mais HubSpot est aussi très bien, juste un peu plus cher. Là, on est vraiment sur du back-office. Une fois qu'on a eu un lead, et comment on l'amène à devenir client, et puis surtout, une fois qu'il est client, comment on suit ses projets. Ensuite, donc, il y en a deux qu'on peut réunir en une. Est-ce que le client pourra faire son devis? Et sinon, qu'est-ce que le client pourra faire? Alors, le client pourra faire son devis. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va tester. Là, l'idée pour l'instant, c'est que, en tout cas, sur les actes d'achat un peu lourds, donc les packs, on soit plutôt sur un commercial qui fait le devis, qui le propose au client, qui le signe de façon électronique en tant que tel. En revanche, un client pourra acheter une formation 1 minute 30 TV, pourra acheter le livre Croître ou mourir, il faut choisir. Donc, les achats simples seront online, comme sur un site e-commerce au sein de la plateforme. Dès qu'il s'agit de faire des prestations, la première dans les gammes co-conception est à 5000. En général, on privilégie une relation commerciale, donc l'idée, c'est pas de se faire son devis soi-même. En revanche, le client pourra suivre l'ensemble de ses projets, retrouver l'ensemble de ses factures, valider les lots et les étapes du projet, retrouver ses indicateurs, retrouver les comptes rendus de réunion, tout ça au même endroit. La plateforme sera pour lui surtout un vrai outil de suivi qualitatif du projet, de centralisation des données, retrouver ses anciens livres, les livrables s'il les a perdus sur un espace partagé, etc. Donc elle est pour le client, elle est vraiment sur renforcer la qualité de la gestion d'un projet. C'est là-dessus qu'est le plus grand enjeu. Et donc, une dernière question de Gwen. Dans vos objectifs, on comprend votre propre gestion et côté client, plus de transparence et de suivi. Le client ira-t-il sur la plateforme pour se manifester? C'est-à-dire, il ira-t-il sur la plateforme pour se manifester? Alors déjà, il y a plein de choses parce qu'on sait que les clients ne vont pas naturellement sur des plateformes ou sur des outils. Donc, il y a plein de choses que la plateforme va lui envoyer par mail.
les comptes rendus d'avancement du projet hebdomadaires ou mensuels selon les cas de figure, un certain nombre de synthèses des comptes rendus de réunion, ce genre de choses seront toujours présents, centralisés sur la plateforme, mais doublonnés par mail. Et puis après, un client qui veut se loguer, ce sera l'occasion pour lui de retrouver toutes les informations, de faire ses recherches, etc. Bon, on n'a pas travaillé encore sur la vue client, mais en gros, il pourra avoir accès à ses factures, à ses projets, enfin, pas forcément à tous les lots et le delivery dans les détails, etc., les actions, je pense, mais au moins une vue macro de la météo des projets, de ses projets, etc. Et puis le suivi de ses indicateurs, voilà, ses rapports de réunion, ses KPI, puis télécharger ses comptes rendus. Les accès clients, ce sera à peu près ça, je pense, dans un premier temps. Et puis après, sur toute la partie contenu, par contre, il est en self-service où il peut télécharger les livres blancs qu'il voudra, acheter les formations qu'il voudra, etc. Comme tu disais, sur effectivement télécharger 1 ou 10, etc. Accéder de plus en plus à la plateforme pour la découvrir au travers des contenus que tu mets à disposition gratuitement au début. Tout à fait. Voilà, c'est très bien. Il y a d'autres questions? C'est bon? Bah, super. Après, qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme profil intéressant? Il y en a plein. Le chef alors l'exécutant, lui, normalement, il va avoir des lots. L'exécutant, c'est le talent. C'est le talent. Donc lui, il est affecté à certains lots. Enfin, il a validé son brief parce qu'il y a tout un protocole entre le consultant, le chef de projet et la personne qui va réaliser. Donc il y a une rédaction de brief que je ne vais pas montrer là parce qu'il y a des envois de mails dans tous les sens validés, donc je ne pourrais pas le faire juste avec un seul poste. Effectivement. Un des vrais enjeux pour améliorer la satisfaction client, améliorer la qualité, et c'est un des enjeux aussi de la formation consultant, c'est la qualité du brief. Tous ceux qui ont travaillé en agence ou tous ceux qui ont travaillé avec des agences savent que si le brief n'est pas bien fait au départ, ce qui est souvent le cas, souvent de la faute de l'annonceur ou de l'agence de ne pas avoir assez bien posé les questions, si le brief n'est pas bien fait au départ, il y a le germe d'un projet qui devient compliqué parce qu'il faut savoir quelles sont les attentes, quels sont les interdits, qui va valider, qui sont les décideurs sur le projet et de fait il faut recueillir toutes ces informations là au début, poser les bonnes questions, storyboarder un maximum, être le plus précis possible pour que derrière, selon le talent qui intervient, que ce soit un rédacteur, que ce soit un graphiste, que ce soit une attachée de presse, etc., qu'ils aient la bonne information, tout ce qu'il leur faut pour bien réaliser leur prestation. Parce que si c'est pas le cas, on se retrouve dans une prestation où on va interpréter et dès qu'il y a interprétation, on risque d'avoir le chaos à la fin. Et le rôle du consultant, et c'est en cela que nous on trouve que c'est hyper important d'avoir une médiation entre le client et les talents. Et c'est le rôle, entre autres, c'est l'un des rôles du consultant, en plus du conseil, en plus du challenge, en plus d'aller chercher, piloter par les résultats, ce qu'on expliquait mercredi. Un des rôles clés, c'est aussi de bien briefer, de bien co-concevoir les briefs avec les clients, de prendre le temps des ateliers stratégiques pour que chaque action qui part soit hyper bien briefée, renseignée, storyboardée, cadrée. Et ça, c'est un enjeu crucial de la formation qu'on va donner et avec des process spécifiques pour chaque type de lot et chaque type de prestation pour être sûr d'avoir toutes les bonnes informations associées à chaque prestation. C'est ce que nous apporte aussi l'industrialisation des processus, c'est aussi une nécessité de formaliser chaque action pour renforcer la qualité. Je me rends compte qu'en faisant le travail actuel, on parle un peu moins d'ISO 9001 en ce moment et de process qualité, c'est moins à la mode qu'il y a quelques années. Mais au final, ce qu'on est en train de faire, c'est quasiment toute la procédure ISO 9001, vu que toutes les étapes de tous nos process sont en train d'être formalisées. Ça tue pas la créativité, mais on s'assure qu'on garantit la qualité au passage. Donc l'assurance qualité tout au long du delivery des projets. Donc je vais essayer de passer vite sur les KPI qu'on n'a pas montré, mais c'est juste pour... Alors si ça veut bien cliquer, ça y est. Bon, les couleurs, c'est pas encore ça. Donc l'idée, c'est qu'avec le client, en phase amont des projets, on choisisse différents KPI à piloter et à suivre tout au long du projet, parce que l'idée de faire du marketing, c'est quand même d'améliorer les ventes. Et voilà, on est dans une logique, et ça c'est le cœur de la gamme copilotage, c'est vraiment d'être partenaire de votre croissance. Et pour être partenaire de la croissance, on s'inscrit dans une logique où on fait un vrai pilotage par les résultats. Comme je l'évoquais, c'est très difficile de faire des engagements de résultats parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'on ne sait pas prévoir les évolutions, fixer les bons seuils. Mais en tout cas, être en permanence le nez sur les résultats,
pour challenger nos actions et aller chercher les actions qui vont améliorer les choses, arrêter les actions qui sont inutiles ou qui n'ont pas d'impact sur les indicateurs clés. Ça, c'est le cœur de la démarche. Voilà. Donc ici, on est en train de mettre en place toutes les métriques pour piloter l'ensemble des sondes qui vont être saisies par le consultant à chaque atelier ou à chaque réunion stratégique pour avoir un suivi temporel de chaque indicateur avec des valeurs. Et vous allez me dire, entre autres, pourquoi les saisir en certains, enfin, en tout cas, les indicateurs qu'on considère comme clés, pourquoi les saisir? J'ai eu tout un travail où je voulais industrialiser, mettre en place des dashboards depuis 2 ans. Si on rentre dans le cœur de ce travail-là, on a des outils comme Google Data Studio ou d'autres qui marchent assez bien, etc. Et en même temps, il y a un truc que ça ne fait pas, c'est qu'une fois que c'est un outil qui le fait automatiquement, il y a une forme de déresponsabilisation par rapport à l'indicateur. Si on garde 2, 3, 4 individus, une dizaine d'indicateurs qu'on suit manuellement et qu'on centralise, et quitte à ce que plusieurs parties prenantes viennent avec ces indicateurs qu'ils suivent manuellement, chacun devient aussi responsable de ces indicateurs. Même si ça prend un peu de temps de faire des copier-coller parfois, ça responsabilise aussi d'avoir cette fonction d'aller les chercher, de les mettre, et puis ça limite naturellement aussi le nombre d'indicateurs qu'on suit. Et moi, entre autres, pour le pilotage de la boîte, j'aurai beaucoup de choses dans plus d'1 minute 30 quand la plateforme sera finalisée et l'ensemble des indicateurs seront visibles. Mais depuis quasiment 1 an, on a mis en place un process chez nous de réunion de gestion où chaque acteur du marketing, de la vente, des RH, de la prod vient compléter un Google Sheet à la main, chacun avec ses 10 indicateurs, et on revoit donc la 50aine d'indicateurs qui sont clés pour la gestion de la boîte, 1 fois par mois. Ça prend un peu de temps, ça doit prendre 1 à 2 heures à chacun, parfois 3, je ne sais rien exactement, mais ça nous permet d'avoir 1 fois par mois une vue complète des choses qui sont importantes et de pouvoir les corréler, même quand c'est d'un côté de la vente, d'un côté de la prod, etc. Donc là, on va aussi, avec les clients, mettre en place des pratiques où on est responsabilisé par rapport aux résultats et aux indicateurs, et on choisit les bons indicateurs. Typiquement, les métriques, une fois qu'on les aura définies, on va pouvoir les pousser soit par mail, soit par accès à Internet. Ça engagera les clients à se connecter, plutôt que d'utiliser des outils bureautiques pour traiter de l'information stratégique. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que les gens puissent aller voir l'information qui a été saisie, validée. Donc nous, à partir du moment où on a l'information brute dans la plateforme, on peut montrer, après, c'est de dessiner des jolis carrés, des tableaux croisés, etc. Une fois qu'on a l'information brute, on est capable de faire beaucoup de dashboards, de choses comme ça. Et bon, après, voilà, je pense que j'ai un peu... Il y a d'autres questions, Victoria, sur la plateforme? On en a eu 2. Alors, Gwen, elle a précisé, est-ce que le client peut apporter ses propres prestats à la plateforme? Et bon, on peut peut-être répondre déjà à cette question. Le client. Alors, est-ce que le client peut apporter ses propres prestats à la plateforme? Ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé en tant que tel aujourd'hui. Alors après, la force d'une solution à passe, c'est qu'on peut changer les choses. Techniquement, il peut avoir 2 briques. Voilà. Mais effectivement, on peut donner un accès Presta à des membres de l'équipe du client ou à des prestataires déjà existants du client. Après, dans la logique des choses, on va être... il faudra réfléchir à ça. Pour le coup, il y a une ouverture. Est-ce que dans ce cas-là, le prestataire est le prestataire du client ou notre prestataire? Pour l'instant, il est considéré comme notre prestataire, mais il faudra peut-être imaginer un cas où on introduit des prestataires qui ne sont pas les nôtres au sein de la plateforme. Ça serait pas mal. C'est pas inintéressant. C'est surtout que souvent, quand c'est de la coproduction, tu as des packs qui sont plutôt... Ce qui permet quand même sur le projet client, si par exemple dans le projet client, il y a le graphiste du client qui intervient, qu'il soit interne ou externe au client, qu'on puisse quand même centraliser l'ensemble des données, lui donner des tâches. Ouais, c'est une bonne idée, Gwen. Je pense qu'on va pouvoir le prendre en compte. Il n'y a pas de problème technique. Après, c'est vrai qu'il faut voir ce qu'il a le droit de faire ou pas, parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes droits que quelqu'un qui est engagé sur un forfait ou à l'agence. C'est-à-dire qu'il a quand même un engagement de résultat. Après, c'est plutôt sur ce terme-là qu'il faut faire attention. Après, si c'est coproduction, tout le monde est dans le même bateau et tout le monde rachète. Mais il y a un truc à intégrer. Mais c'est souvent le cas. En plus, même nous, quand on travaille ensemble, vous avez des choses que vous faites sur la plateforme, vous, etc. On est tous dans le même bateau, même s'il y a un client, un fournisseur. Voilà, l'idée, c'est que tout avance dans le bon sens. Tu as d'autres questions? Oui, il y en a une encore de Pascal. Quel budget pour mettre en place cet outil?
Ah, ça c'est pour toi, François. Pardon, Quel est le budget pour mettre en place cet outil donc, Alors, est-ce qu'on est complètement transparent pour réaliser, par exemple, bon, alors nous, la plateforme native nue, c'est-à-dire sans métier, sans briques incorporées, parce qu'il faut le définir, on est sur un modèle de licence à l'usage par mois. Donc nous, on est sur un prix public à 20 € par mois par utilisateur. Et donc avec des paliers, si jamais ça déborde, on travaille pour l'État français, donc si on serait déjà riche et on avait vendu à tous les citoyens français. Donc après, effectivement, sur les gros volumes, on peut faire On a fini la démo, on peut peut-être repasser en mode. Bah, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on va rentrer trop dans le détail de plein de choses. Il y avait les rapports aussi à voir, etc., mais c'est pas grave. Sur cette question, oui, après le budget, bah, nous, en fait, on est agile, donc en fait, on essaye de piloter le projet par les budgets, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros projet de 100 000 €, on va faire des lots de 10 000, on va dire, pour schématiser. Là, quand on produit, on coproduit avec le client parce qu'il a sa propre DSI, ses propres développeurs qu'on forme, donc on accompagne. Donc on fait des petits sprints ou des petits lots d'un mois, 2 mois. L'idée c'est de mettre en prod très rapidement des fonctionnalités du client qui sont tout de suite visibles, opérationnelles, pour remplacer des tableaux Excel. Là, tout ce qu'on a développé, c'est quoi? On est à une quarantaine de jours, donc, nous, on n'a pas encore atterri 40 à 30. Enfin, on s'est fixé un budget de 40 pour faire ce premier palier. 40 jours. Donc on a fait moins de 40 jours. Donc, je crois qu'on avait un slide à la fin pour expliquer. Il n'est pas là. Non, c'est pas encore les slides. Là, on est en pause et réponse aux questions. D'accord. Non, mais bon, il y a un slide qui parle de tout ça à la fin. Effectivement, donc sur le budget, c'est voilà. Donc pour faire un ERP complet, si on doit tout faire dans une entreprise, il faut compter 50, 100 000 €, parce qu'il faut tout faire du sol au plancher. Après, souvent, on intervient sur des processus métiers très spécifiques. C'est un process de vente, un CRM ou je sais pas quoi, enfin, quelque chose qui est très dédié. Donc là, c'est peut-être des très petits budgets de 5-10 000 € et on outille très rapidement et très scalable puisqu'on peut démarrer avec un budget de 5 000 €. Mais l'année suivante, on a beaucoup de clients qui ont développé leur plateforme sur 2 ans, parce qu'ils avaient des budgets au fur et à mesure. Et puis les besoins n'étaient pas secs, parce que c'est pas parce que nous on va vite avec la plateforme que les besoins sont matures, sont mûrs. Enfin. Et puis il y a beaucoup d'ateliers, etc. Il y a beaucoup de réflexions, puisqu'on implique les métiers dans le delivery. Forcément, ils se projettent tout de suite sur la solution, pas sur des spécifications Word, etc. Je décris mon besoin et puis peut-être dans 2 ans j'aurai quelque chose. Là, c'est tous les 15 jours sur mon bureau, j'ai l'écran qui répond à mon besoin. Donc tout de suite on se projette, tout de suite on avance. Et donc voilà, on est souvent très itératif aussi dans le mode de fabrication pour éviter de se planter. On est on avance marche par marche, c'est-à-dire au lieu de faire une grosse marche qui n'arrivera jamais en prod, on fait que des petits sauts. Voilà. Donc les budgets sont assez réduits comparés à des budgets colossaux que moi j'ai connus. Pour faire une appli, il faut sortir 1 million. Enfin, c'était une catastrophe. Pour ajouter des champs, customiser un ERP. Enfin, je sais pas si vous avez fait l'utiliser des grosses ERP. Customiser un process, rajouter un champ dans un formulaire, dans un ERP, c'est tout de suite cauchemardesque. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il faut être sur la roadmap de l'éditeur qui va te livrer des patchs ou des évolutions qui vont. Oui, on est dans des choses beaucoup plus agiles. Donc là, c'est fini tout ça. On peut peut-être remettre la fin des slides, Victoria? Oui, bien sûr. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais. Et puis voilà. Donc le dernier slide, c'est surtout, effectivement. Alors, tu peux avancer. Là, on a fait la démo. Donc ça avance encore. Il y aura tout ça dans le slide share, comme tous les jours. Si vous allez sur notre blog, on fait le récap du webinaire de la veille. C'est allé un coup trop loin. Donc voilà, donc ça c'est la roadmap qu'on s'est fixée avec Gabriel. Donc on s'est retrouvé, l'hiver il faisait froid, tout ça, l'hypercroissance est arrivée. Le temps de se mettre d'accord, de comprendre, de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce que c'est vrai que le choix de choisir un outil, une plateforme, c'est long pour le décideur. C'est un choix hyper risqué. Moi je trouve que parmi mes choix managériaux, c'était souvent les plus difficiles. Alors c'est vrai que l'autre choix difficile, c'est tout ce qui est recrutement, choisir les bonnes ressources, celles qui sont bien alignées, faire un bon recrutement, bien les onboarder, ça c'est des choix compliqués. Mais je vais dire que des choix d'outils un peu comme ça transverses sont presque plus compliqués parce que on mobilise toute l'équipe et ça ne concerne pas qu'une seule personne. Donc si on se plante sur un outil qu'on a déployé partout, ou qu'on souhaite déployer partout, on est souvent dans une situation où on doit tout casser, on n'a pas appris grand-chose. Là où quand on s'est potentiellement planté sur un recrutement, on a quand même appris des choses. On a quand même mis en place certaines choses, alors que sur un outil, mais tu verras dans un c'est erase et reset et tu remets à zéro. Donc c'est vrai que avant de m'engager avec François, j'étais quand même frileux et prudent. Dans 6 mois, tu pourras faire un retour d'expérience d'une année de. Ouais, mais alors ce qui est rassurant, c'est que
moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne s'est pas planté sur l'outil, qu'il nous permet de nous faire évoluer. La solution n'est pas encore parfaite, mais on sait la faire, de pouvoir la rendre agile. Typiquement, ce que nous a proposé Gwen, c'est pas quelque chose qui va nous demander plusieurs jours de développement. Je pense que c'est l'affaire d'une heure, même peut-être même pas. C'est juste donner des droits, c'est même voilà. Tu peux le faire, tu auras donné des droits à quelqu'un, mais après, c'est donner des droits avec des vues un peu différentes. Je pense que, en tout cas, il n'y aura pas de notion de paiement du prestataire, vu que c'est par nous, vu qu'il sera payé par ou sera collaborateur du client. Et donc cette agilité-là, c'est une vraie et l'ergonomie nous permet de faire ce qu'on veut quand on veut. Moi, je suis à ce stade plutôt très satisfait de ce choix, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'était un choix qui me faisait flipper. Ouais, c'est pour ça que tu as pris un pote. aussi. Ça aide pour le choix. Non, mais bon, c'est un petit bénéfice. C'est un plus. Voilà. Tu n'auras pas avec un gros éditeur américain. Non, je n'aurais pas ce plus-là. Donc voilà, bon, c'est donné 2-3 mois à faire des ateliers un peu tous les 15 jours, 3 semaines. Pour, Anna a beaucoup bossé sur ce projet chez nous. Avec Anna du côté du milieu 30 qui maîtrise tous les process de delivery. Donc, on a fait beaucoup de bac au sens pilotage projet, puisque c'est à peu près les processus qui étaient vraiment mûrs chez vous. Après, les autres processus qu'on est en train de découvrir, qui participent à la plateforme, c'est vrai qu'ils vont, dans les 6 prochains mois, je pense qu'ils vont, les nouveaux besoins vont arriver et il faudra faire évoluer la plateforme au fur et à mesure. Mais ça ne pose pas de problème puisque la mise en production, pour nous, c'est juste prendre une photo de la plateforme et la mettre en production à un instant T. Mais nous, en recette et en développement, on est en flux continu, on continue de travailler sur la plateforme et dès qu'on a recetté que c'est stable, que ça répond aux besoins, on met en production, en delivery continu, hein, c'est le déploiement. Donc là, en termes de planning, on est à peu près, alors je sais pas si on est juste dans les dates, on va voir en fonction de notre avancement. Nous, on finalise les développements sur le périmètre qu'on s'était fixé au début mars-avril ce mois-ci, avec la recette qui est aussi importante. Donc, il faut pas minimiser. C'est pas parce que la plateforme est agile et que ça reste une perceuse qui fait des trous. Il faut quand même vérifier que le trou est au bon endroit. Hein, qu'il y a forcément des gens qui vont tester, cliquer partout pour voir s'il manque pas une fonction ou voilà, enfin des bugs fonctionnels, pas forcément des bugs techniques où ça plante. C'est vraiment des bugs fonctionnels. Donc là, il faut passer un certain temps à la recette pour être sûr que tout fonctionne bien. Le déploiement, donc ça, c'est vraiment l'ouverture du service. Pour les externes, tu en as parlé, pour les prospects, puis puissent télécharger des livres blancs, pour les clients, pour leur compte rendu, etc. Et pour les internes d'une minute 30, de piloter leur premier projet. Donc ça va être un peu le Big Bang, avant, voilà, sortir de l'informatique bureautique pour passer dans une informatique industrielle, d'utiliser la plateforme pour piloter un premier projet qui contient des points, qui contient tout ça. Donc avec forcément des adaptations. Donc les premiers utilisateurs sont un peu les key users, hein, parce qu'ils vont tester, ils vont voir qu'il y a des choses en trop, des choses qui manquent, des choses à améliorer. Donc ça, c'est votre travail de capitaliser sur les besoins, de voir un petit peu, et puis de remettre tout ça au backlog pour qu'après, côté production, enfin nous, on puisse faire avancer la plateforme. Voilà, d'ici les 10 prochaines années. Donc l'année prochaine, tout ce qui est BI, etc. L'année d'après, c'est bon, là c'est France. Après, tu passes à l'Europe. Hypercroissance. Bon, on est sur le dernier slide donc de cette semaine d'hypercroissance et de cette semaine de lancement de notre nouveau modèle d'agence, de notre nouvelle offre plus d'une minute 30, de notre nouvelle formation, du partenariat avec l'Index et du partenariat avec Simplicité. Là, tu mettais le calendrier. Si Victoria, tu peux revenir en arrière. C'est vrai que l'idée, et c'est pour ça qu'on a fait ce lancement en juin, notre objectif, c'est l'œuf et la poule, c'est de réussir à faire atterrir toutes ces nouveautés sur septembre, parce que septembre est un temps fort, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des vacances, souvent une période où on relance ces projets marketing, où on les remet en place. Et donc, si on a fait ça en juin, c'est pour pouvoir tout faire converger sur septembre. Donc en septembre, et on va avoir, il y aura des consultants, des nouveaux consultants formés en croissance client. On a déjà beaucoup de candidats, on va les trouver. La formation va se faire du 27 août au 7 septembre, ce qui veut dire que le 8 septembre, les consultants qu'on aura formés et qu'on aura déjà présélectionnés parce qu'ils sont déjà très bons sur l'ensemble des leviers du marketing et de la vente, et que là, ils vont apprendre avec nous
nos méthodes, nos pratiques, à être consultant, à adopter la bonne posture, à être dans la bonne relation avec le client, à bien briefer. On vous a tout présenté mercredi dernier. Ils seront prêts pour être chez nos clients dès le 9 septembre ou le 10 septembre, le lundi, le deuxième lundi de la rentrée. Donc, on sera prêt à travailler avec des consultants formés et il y aura pas, en plus de François Perret qui est déjà à Lyon et Aix et moi-même à Paris. Donc, on sera armés, outillés et nombreux pour ce faire. Commercialement, la nouvelle offre tourne. Nos équipes commerciales sont au taquet en prospection et en réception de leads entrants suite aux différents webinaires. On a une promo en cours, donc là on est dans cette logique de vouloir alimenter l'œuf et la poule. Donc jusqu'au 14 juillet, vous avez 20% de points en plus si vous signez d'ici le 20 juillet. Donc c'est le moment de se décider. Ça nous permettra justement d'apporter plus de projets aux consultants et d'être armés pour attaquer. Donc ça, c'est le deuxième levier commercial, consultant, et la plateforme sera fin prête à ce moment-là, vu qu'effectivement, on finit la recette là sur juin-juillet, on va commencer à la mettre en prod. Même, je pense, il y aura les premiers projets qui vont dessus en juillet. Et effectivement, on ouvrira plutôt la partie contenu et tout en août. Voilà, donc tous nos lancements convergent. Ça a été un gros travail de la part de toute l'équipe que je remercie encore une fois de tenir le délai de juin. On a mis un peu de la pression, mais justement pour pouvoir faire tout converger sur septembre. Donc ce lancement, moi j'en suis hyper content, c'est une belle réussite. On a été très nombreux inscrits, très nombreux à suivre les webinaires. Déjà de nombreux leads et de nombreux postulants pour la formation. C'est un beau travail d'équipe. Moi, je suis très fier de ce qui a été fait, très fier du film, très fier des fiches produits qu'on est en train de réaliser, très fier de tout ce qu'on a présenté parce que la présentation que tu viens de faire, la présentation qui a été faite avec Gabriel Shapiro, celle avec François, enfin tout ça, moi j'ai trouvé ça riche, j'ai trouvé ça intéressant, j'espère que vous aussi. Là, si vous le souhaitez, on peut prendre encore quelques questions sur l'ensemble du projet. Pour ceux qui ont assisté au précédent webinaire, moi, voilà, bah, ça va être un peu le week-end plus tôt là. Je suis content, je souffle. mais voilà, c'était super d'être avec vous. C'est plein d'ondes positives. Je suis aussi très content du bouquin. Là, tu peux changer de call to action d'ailleurs, Victoria, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le bouquin. Je suis aussi très fier du bouquin, des retours qui ont été faits. Je remercie Julien Redelsberger avec qui je l'ai écrit. Tout le monde dit qu'il est hyper fluide à lire, il est intéressant. J'ai des beaux commentaires, des beaux succès de vente sur Amazon parce qu'on a été un temps premier livre en catégorie management. Je vous invite à le commander si c'est pas déjà fait. Le bouquin a beaucoup servi à la promotion du lancement. C'est quand même pour être relayé, pour attirer l'attention, c'est quand même un outil de communication hyper fort. C'est l'intuition qu'on a eue quand on a lancé la maison d'édition. Et cette intuition est confirmée. Avoir un bouquin pour porter un lancement, pour porter une notoriété, pour porter une expertise, ben c'est encore mieux qu'un livre blanc. Et Dieu sait qu'on aime les livres blancs et les articles de blog. Un bouquin, on peut le montrer, on peut se prendre en photo avec, et ça c'est quand même super. Merci beaucoup Mathieu pour tes félicitations. Bravo à toutes les équipes impliquées dans ce beau projet de redéfinition du marketing et vive l'hypercroissance, c'est super sympa comme retour. Si vous avez d'autres questions, on va encore rester 1 à 2 minutes. Merci. Merci François de m'avoir invité pour raconter tout ça, c'est super. Enfin bon, c'est une bonne collaboration, je pense que voilà. Là, c'est un lancement, mais c'est surtout un début à la collaboration, enfin à la mise en œuvre de tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, beaucoup de gens qui vont participer. Voilà, les clients, les partenaires, etc. Tout le monde va collaborer. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'agence qui fait son travail dans son coin. Là, c'est vraiment une ouverture complète, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Enfin, en France, tout du moins. Donc ça, c'est un super challenge. C'est vraiment un démarrage fort cette semaine. Nous, on met aussi de la pression pour qu'on finisse tout au mois de juin, etc. Donc on a bien avancé. Bon, là, on travaille de notre côté. L'idée, c'est aussi de vous former, de vous accompagner. Enfin voilà.
Donc on est à 3 rues, donc ça va. Ouais, tout à fait. Ça facilite aussi dans l'agilité de pouvoir travailler ensemble assez fréquemment. Voilà. Bon, bah, c'est super. Semaine prochaine, vous allez recevoir quelques mails de récap, de compte rendu, des derniers rappels de call to action pour nous contacter, devenir client, pour postuler, devenir consultant en croissance client, peut-être pour acheter le bouquin quand même, parce qu'on fait un peu de Pierre Bellemare, comme le disait François dans le webinaire de mardi. Pour, si vous le souhaitez, vous faire financer les projets avec l'Index. C'était super d'être avec vous. Merci à tous. Bon week-end et puis bon après-midi. Et bonne Coupe du Monde. Et bonne Coupe du Monde. Voilà, vous pourrez revenir à des choses sérieuses. Merci. Merci.